Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de la Clochette en compagnie de Ali de Catch Club et Christophe de Ajus, casquette de WrestleMania, lunettes de soleil pour les cernes. Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode numéro 4 de la Clochette. Et oui, ça fait déjà 4 semaines maintenant que nous sommes en mode Clochette. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, la Clochette, la fameuse Clochette. J'ai Quelqu'un a galéré. demandé, quelqu'un a demandé si un jour, si on fait un live, on l'appellera le Clocher. Alors je sais Oh, pas, écoute, on va trouver des déclinaisons, différentes déclinaisons. On se retrouve environ 48 heures après WrestleMania 36. WrestleMania 36, donc le show le plus historique, j'ai envie de dire, de la WWE, en tout cas le WrestleMania le plus historique de ces 36 dernières éditions. Bonjour le Honky Tonk. Pour un petit rappel pour les fans qui n'ont pas pu suivre le show, c'était la première fois qu'un WrestleMania avait lieu sur 2 nuits. C'était également la première fois qu'un WrestleMania avait lieu à huis clos et qu'il n'était également pas en live, il était préenregistré. Donc écoute, je pense que ça fera plaisir aux fans d'avoir un petit peu tes réactions pour commencer par rapport à WrestleMania 36. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as vécu ce week-end? eh bien, j'ai vécu ce week-end dans un premier temps assis dans ma chaise d'ordi qui est vieille comme moi devant la télévision et dans un deuxième temps couché sur mon canapé devant ma tablette. Et non, mais je l'ai franchement plutôt très bien vécu. Après, ça vient du fait que je ne l'ai pas regardé tout seul. Je pense qu'à mon avis, WrestleMania cette année tout seul, ça devait être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus tristoun à regarder. Mais moi, le premier soir, je l'ai regardé avec Uva, One Stand, et Ishtu. Le deuxième soir, Uva était mort et puis il travaillait lui le lundi matin, donc il nous a pas rejoints. Et donc, on avait rapatrié notre ami en commun Dim et notre ami également Roméo, l'ancien catcheur de la ICWA, qui lui était du côté d'Atlanta. C'était assez sympa. On était 4 personnes, bon, 3 Alsaciens et un Américain sur Messenger en direct. Et donc, grâce à ça, je pense que je l'ai très bien vécu, quoi. C'était vraiment très amusant de voir ça avec des potes, des fans, et de partager en direct nos réactions par rapport au show, quoi. Bon, je suis obligé de te demander ton avis par rapport aux quelques très gros matchs du week-end. On va commencer avec, on va commencer avec le meilleur tout de suite, le Boneyard match. Qu'est-ce que tu as pensé du main event de la nuit 1 de WrestleMania 36? C'est la nuit 1, celle qu'on retient. Franchement, c'était exceptionnel, je dois le dire. Après, honte à moi, j'ai même pas reconnu Metallica. Il s'agit bien de Metallica, hein, la musique utilisée Oui, pour l'Undertaker. Et je disais même en direct, vous voyez, je suis honnête jusqu'au bout, à Ishtu et Uva, oh, c'est quoi cette musique? Parce que je trouvais que ça faisait un peu générique comme musique, genre une fausse musique, un peu truc. Et c'est vrai qu'en réécoutant le titre sur YouTube, bah, c'est loin d'être une musique générique, hein. Et effectivement, mhm. c'est vraiment une belle musique et ça collait plutôt bien à la chose. Mais bah, bravo, un coup d'éclat de la WWE. Après, évidemment, cinématographiquement, c'est pas digne des plus grands réalisateurs de l'histoire, hein, mais pour la WWE, pour WrestleMania, c'était quelque chose auquel on s'attendait pas du tout. Donc la surprise était dans un premier temps énorme, et puis ensuite elle était extrêmement positive parce que c'est vrai que tu es happé par cette chose, par, par les mises en scène, la surprise de ces druides qui débarquent de nulle part. Alors, est-ce qu'il y avait Greg Zammer Valentine, comme je l'ai dit pour la blague avec Ishtu Uva, parce que Valentine se cachait sous les traits d'un chevalier au Survivor Series 93, si je ne me trompe pas, euh, où Bret Hart et sa famille, le début de la feud avec Owen Hart, Bret Hart et sa famille étaient censés affronter Jerry Lawler et des chevaliers. Finalement, c'est Shawn Michaels. Et il y a Hmm. Shawn Michaels et 3 gars qu'on est censé pas connaître. L'un d'eux était Greg the Hammer Valentine. Bon, voilà, ça c'est vraiment la blague pour les anciens. Mais donc, non, mais ouais, franchement, c'était exceptionnel et surprenant. Et ça fait plaisir, en fait, de voir qu'après tant d'années pour Ishtu, Uva, moi et même toi, j'imagine, que la WWE arrive encore à nous surprendre de cette manière, quoi. Ouais, c'était tellement bien joué en fait de la part de la WWE parce que on pouvait pas avoir un match simple à huis clos en fait avec ces deux catcheurs. Et pour la peine, ils ont parfaitement utilisé, on va dire, l'essence de The Undertaker, son univers que on mettait plus forcément tellement en avant depuis quelques années. Au final, depuis quelques années, The Undertaker, c'est un match à WrestleMania, plus ou moins normal, on va dire, depuis 2 3 ans maintenant, et un petit match en Arabie Saoudite de temps en temps. Mais alors là,
Le retour du badass sur la moto. Tu avais mentionné il y a 2 ans à WrestleMania 34 que tu espérais un retour du badass, donc bon, au final, tu l'as eu à 36. C'est vrai, c'est vrai. Bah, après, c'était pas un retour, à 200 du American Badass. Enfin, il y avait un peu ça différait un petit peu, mais c'est vrai que c'était voilà, c'était parfaitement fait, quoi et l'arrivée d'AJ Styles, Ishtu a direct dit: «Ah, c'est AJ Styles qui arrive». Je dis: «Ah bon?» Moi, bah, enfin, c'est sans doute le Taker. Il me dit: «Non, non, tu vas voir, c'est Styles qui va sortir du cercueil» et effectivement, c'est AJ Styles et puis ensuite la moto qui arrive, et non, franchement, c'était exceptionnellement bien fait de la part de la WWE. Ils ont vraiment réussi leur coup et bravo à eux, quoi, encore une fois. Et donc justement, du coup, pour parler du même type de match, mais lors de la deuxième nuit, enfin en tout cas en match spécial, ton avis sur le Firefly Funhouse match? Eh ben, franchement, pareil, j'ai adoré. Là, comme dit, on était 4 en direct, donc avec Dim et Roméo et Ishtou et il y a quasiment eu un quart d'heure de silence, en fait. On était tous, Hmm. hypnotisés par ce qu'on voyait et c'était, vraiment, d'autant plus, je pense, pour les vieux fans comme nous, de voir tous ces petits clins d'œil, ces petits indices disséminés, aux 4 coins de ce segment. Parce que c'est vrai que c'était pas vraiment un match, mais après, c'est ça aussi le bonheur de la WWE et c'est ce qu'on aimerait peut-être un peu plus voir parfois, c'est qu'ils arrivent à faire vivre ces personnages en dehors du ring et c'est que ces personnages finalement ont une vraie vie. Alors évidemment, tout ça n'est pas très crédible, c'est presque un rêve sous acide en quelque sorte, hein, même si j'en Hmm. ai jamais pris, mais j'ai vu assez de films, autour de la drogue, comme Requiem for a Dream par exemple ou autre, pour, imaginer ce que ça peut donner. Donc ouais, c'était quelque chose d'unique, quoi. Alors, je comprends ceux qui n'ont pas du tout aimé, mais moi, en tant qu'ancien, vraiment, à chaque fois, il y avait mon petit œil qui frisait. Je me dis: «Ah oui, là, je vois de quoi ils veulent parler. Là, je comprends pourquoi il se passe ça» et j'ai envie de le revoir. Je ne l'ai pas encore revu depuis, mais j'ai envie de le revoir justement comme les bons films ou les bonnes séries où on se dit: «On a loupé un truc, il faut le revoir pour voir si on a bien, chopé tous les petits trucs», quoi. Cette image de John Cena qui fait son entrée à Nitro en mode NWO, ça m'a marqué, ça m'a fait rêver. Ça m'a fait rêver quand je l'ai vu avec tout ça. Je me suis dit, mais imagine-toi, un jour, si Cena avait été dans la NWO, qu'est-ce que ça aurait été génial. Bray Wyatt en mode Eric Bischoff dans le ring, franchement, c'était. Oui. Non et J'ai puis des hâte. montages, vraiment effectivement là quand, Bray Wyatt balance la promo d'Eric Bischoff et qu'en même temps derrière il y a Eric Bischoff, moi aussi le truc pour, WrestleMania avec, Hogan et Mr. T en quelque sorte. Enfin tout ça était vraiment extrêmement bien, dilué en quelque sorte dans ce segment. Donc, vraiment moi j'ai beaucoup aimé. En fait, c'était un petit peu John Cena qui revivait une sorte de cauchemar Oui, et qui refaisait différentes parties de sa carrière. Et il y a un catcheur indépendant américain qui a vraiment bien expliqué la chose, où en fait il explique que John Cena, on revivait la carrière de John Cena avec lui jusqu'à ce moment où ben, la NWO, en fait, c'était un petit peu la métaphore pour le moment où les gens espéraient qu'il devienne heel. Mais Bray Wyatt, au final, montre que John Cena n'a pas accepté ses choix. Il a voulu rester lui-même, mais c'est ce qui l'a un petit peu bloqué, au final, parce qu'il n'a pas écouté les fans. Et à ce moment-là, on voit Bray Wyatt qui arrive, le Bray Wyatt, le premier, avec la chemise à fleurs, etc. Et qui est au final, on va dire, l'espoir des fans, celui que les fans veulent. Mais John Cena, justement, ne le laisse pas, on va dire, éclore. Et à la fin, la dernière image où on a John Cena qui disparaît et Bray Wyatt qui est comme ça, ce catcheur nous explique en fait c'est un petit peu Your time is up, my time is now. Et You can't see me, John Cena qui disparaît, ça veut dire voilà, maintenant You can't see me, c'est parti, John Cena disparaît, c'est tellement de métaphores, tellement d'images dans ce match que j'en ai fait des rêves et des cauchemars derrière. Est-ce que d'autres matchs t'ont particulièrement marqué ce week-end? oui bien sûr, bah, il y a le Kevin Owens, Seth Rollins qui quand même, je pense sur le ring a été, le meilleur match. On a tous eu peur au moment de la disqualification et bon, bah, ça a continué et aussi Rhea Ripley, Charlotte Flair qui franchement, pour le deuxième soir, je pense a été le meilleur match sur le ring aussi, vraiment extrêmement bon j'ai trouvé et malgré l'absence de public. Déçu de la défaite de Rhea Ripley mais bon, bah, voilà bravo à Charlotte Flair et franchement elles ont sorti un gros match comme Seth Rollins et Kevin Owens. Et au niveau des changements de titres, est-ce que tu as été surpris des deux titres changements mondiaux ou est-ce que tu t'y attendais plus ou moins? Oh bah, je pense que comme tout le monde, je m'y attendais quand même, notamment pour Drew McIntyre. Ça paraissait, assez logique qu'ils le fassent gagner, même s'ils auraient pu effectivement ne pas le faire gagner là et attendre qu'il y ait un vrai public, qu'il y ait de vraies festivités autour de cette victoire.
Pour Strowman, si je me trompe pas, maintenant j'ai un propre doute sur ce que je dis moi-même, mais je l'avais pronostiqué dans mes différents pronostics que j'ai publiés tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux. Donc non, pas forcément surpris. Après, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans le temps. Strowman, champion universel, voyons voir maintenant la suite, qui sera son challenger. Et puis espérons le plus vite possible que tout ça revienne à la normale et qu'on ait de nouveau des shows WWE avec un public. Il y a forcément une petite rivalité naturelle avec Braun Strowman en tant que champion, Braun Strowman de Fiend. C'est du côté de Oui, SmackDown. Je me dis qu'avec le passé des deux catcheurs, de c'est vrai. Fiend qui a d'ailleurs affronté toutes les personnes de son passé pour le moment quasiment, on pourrait logiquement arriver vers une feud Braun Strowman de Fiend prochainement. Et quelques petites infos justement par rapport à ce que tu viens de dire. J'imagine que tu es au courant toi-même. La semaine dernière, Vince McMahon a eu un conférence call, un appel téléphonique avec Donald Trump et tous les autres présidents de ligues majeures sportives aux États-Unis. Et donc apparemment, lors de cette conférence, Donald Trump a annoncé à tous ses présidents de ligue qu'il espère que les événements en public vont avoir lieu à nouveau aux États-Unis à partir du mois d'août ou de septembre. Donc apparemment, on va devoir attendre au moins 4 à 5 mois avant de pouvoir avoir à nouveau des Raw et des SmackDown avec un public. Et encore, parce que c'est ce que Yann de Wrestling Clinic disait, si Donald Trump annonce août-septembre, il pense que voilà, c'est une prédiction, on va dire, un petit peu trop optimiste, comme le fait Oui, oui. Fidèle à souvent. lui-même. Donc, ce sera peut-être plutôt même décembre, voire janvier. Donc voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, il y aura encore pas mal de temps. Par contre, d'après les rumeurs, la WWE va recommencer à faire des shows live dès ce vendredi. D'après les rumeurs qui sont actuellement en place, la WWE va recommencer à tourner des épisodes dès vendredi, dès SmackDown. Donc apparemment, nous n'aurons pas de pause de catch pour le moment. Et c'est cool parce que, ben, comme l'a dit Stephanie McMahon, franchement, la WWE nous a bien divertis et nous a bien changé les Ouais, idées le week-end c'est dernier. ça. Effectivement, je suis assez d'accord avec ça et avec ce que dit la grande et l'immense Stéphanie McMahon, que j'embrasse, hein, évidemment, si elle passe devant cette clochette. Non, mais c'est vrai, je lisais forcément les critiques des gens et évidemment, tous, même les plus optimistes, on avait au fond de la tête l'idée de se dire bah, ils auraient peut-être quand même dû annuler. Mais ils ont réussi quand même en 2 jours à nous retourner un petit peu, enfin la grande majorité des fans, je crois, a un peu changé d'avis en se disant bah, en fait, finalement, c'est sûr que c'était pas parfait, c'est sûr qu'on aurait aimé 70 000 personnes ou plus dans un stade, mais dans les conditions actuelles, bah, c'était franchement pas si mal de pouvoir. Toi, tu as pu faire tes lives pendant 2 jours, ben, les autres chaînes ont fait un gros boulot également. Je les embrasse tous et je les salue et les félicite sincèrement. Et puis les fans, bah, comme moi, tout simplement, ont pu se réunir entre potes dans des conditions particulières, mais mine de rien amusantes quand même, en direct, passer 3 heures sur Messenger, Skype ou autre, à taper la discute tout en regardant un show de catch, comme si on était finalement ben, tous ensemble pour de vrai. Donc c'était voilà, bravo à la WWE, bravo surtout aux superstars qui ont vraiment tout donné et qui ont réussi à nous faire oublier quelques heures les moments un peu bizarres qu'on passe en ce moment. Et tu me diras si je me trompe, mais Tu te trompes. j j'ai l'impression, honnêtement, pour moi, dans ma tête, carrément, on est vers un nouveau chapitre de l'histoire du catch. Je vois ce WrestleMania 36 comme potentiellement quelque chose qui va un petit peu révolutionner le monde du catch. Parce que parfois, quand on fait des shows chaque semaine et qu'on est une machine comme la WWE, ça devient un petit peu une formule. On n'a pas le temps de tenter d'autres Ouais. choses parce qu'on sait que voilà, ce qu'on a, ça marche. Sur une note de 0 à 10, on sait qu'on a au moins toujours la moyenne avec ce qu'on fait. Donc on va pas forcément tenter des choses qui pourraient nous obtenir des 10, tout comme si jamais ça ne marche pas, ça pourrait nous obtenir des 0, on va dire, au niveau des notes. Là, cette situation a forcé la WWE à penser out of the box, comme on dit, voilà, à tenter des choses originales. Et honnêtement, ce genre de match, à mon avis, va être repris. Et maintenant, les scénaristes, ils ont un autre choix, en fait. Quand ils vont écrire des storylines, ils pourront se dire à des moments, ah bah tiens, là, on est dans un cadre privé, il y a une histoire, on peut peut-être faire un match autre part que dans le ring et créer autre chose. Et je pense vraiment que ça va se multiplier. J'aimerais encore une fois quand même mentionner Matardi, parce que je pense que Matardi est vraiment à la base de ce qui s'est passé à WrestleMania 36. Et c'est fou, hein, parce que certaines personnes vont pas lui donner le crédit. Mais s'il n'y avait pas eu de Broken Universe il y a 2 ans, je ne sais pas si on aurait eu un Boneyard match aussi bien
à WrestleMania 36, par exemple. Donc, je pense tout de même que Matt Hardy a aidé à faire réaliser aux gens en fait qu'on peut faire autre chose un petit peu. Et moi, je suis très optimiste par rapport au futur de la WWE en tout cas. Oui, bah, je pense que tu as raison. Après, je sais pas à quel point ça va devenir une norme, mais tu as raison sur le fait que peut-être qu'au fil du temps, quand une rivalité sera un peu différente ou avec effectivement un personnage comme le Fiend ou pourquoi pas aussi Aleister Black, ou Exactement. d'autres personnages de ce genre-là, ben, on pourrait effectivement, redécouvrir d'autres univers et d'autres manières de présenter un match ou un segment. Parce qu'encore une fois, c'est vrai, Bray Wyatt, John Cena, c'était pas vraiment un match. J'ai vu plein de gens déçus en disant ouais, ils se sont même pas battus ou autre. Mais il y a des moments, enfin, on a eu 2 WrestleMania où les mecs se sont tous battus, donc c'était pas si grave si là pendant 15 minutes on avait un truc différent, et au contraire à mon avis quoi. Donc oui, bah, j'espère effectivement que ça va les mener vers d'autres routes et ça va leur ouvrir beaucoup d'options. Bon, on enchaîne avec les questions? Bon, mais avec grand plaisir. On enchaîne avec les questions. On a une petite dizaine de questions aujourd'hui pour la clochette numéro 4. Et on commence avec Stéphane Aubert. Stéphane Aubert, qui nous dit: Salut à vous. Selon vous, quelles superstars de NXT, hommes et femmes, vont percer dans les rosters principaux prochainement? Je me suis dit que ça pouvait être une bonne question pour toi, vu que justement maintenant, tu commentes NXT, donc je pense que tu connais quand même bien le show et toutes ces superstars. Je connais pas toutes les superstars, hein, mais et ni parfaitement le show, mais je fais de mon mieux quand même. Heu, bah, la réponse la plus simple, mine de rien, aurait été Rhea Ripley, mais maintenant qu'elle a perdu, je ne sais pas à quel point elle va forcément exploser. Après, il y a Austin Theory aussi qui, c'est vrai, semble vraiment l'une des superstars en qui, il croit beaucoup et à juste titre, je pense, parce qu'il est tout jeune, il a un sacré physique, il Bonne a gueule, visiblement hein. pas mal de charisme et il a l'air vraiment très talentueux donc mais comme ça, de tête, bah, bon, Keith Lee, évidemment. Keith Lee, As You Love Me, pour les anciens. Je crois que c'est du C. Jérôme, hein, mais évidemment, ça se trouve, c'est collectif métissé, vu la chance que j'ai. Non, mais ouais, Keith Lee, bien sûr et moi, j'aimerais bien voir quand même à un moment Undisputed Era, Euh, ensemble s'exporter, quoi. J'ai envie, moi, ça me manque l'évolution, les Four Horsemen, la NWO, même DX. J'ai envie de gangs un petit peu sérieux et pris au sérieux, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a par exemple Sami Zayn, Cesaro et Nakamura, mais c'est pas vraiment tout à fait les gangs comme on les a connus, nous, les anciens. Que moi, j'aimerais bien en voir à l'ancienne, quoi. Donc, j'aimerais bien voir Undisputed Era s'exporter et faire un peu sa loi à Raw ou à SmackDown. Et après, du côté des filles, ben, bon, tout le monde, je pense, aimerait bien voir Io Shirai se développer un petit peu plus à la WWE. Je pense que Candice LeRae aussi a quand même un sacré capital sympathie. Après, il faut voir comment il pourrait l'exploiter dans le main roster. Mais voilà, bon, Shayna Baszler aussi. J'aurais bien aimé que. Alors, ça fait partie des petites déceptions que j'ai de l'avoir vu perdre contre Becky, même si j'adore Becky et que j'ai l'impression d'avoir une petite relation amicale avec elle. Mais j'aurais aimé que Shayna Baszler remporte ce match. Mais j'ai bien aimé la fin du match, contrairement à beaucoup de gens qui, moi, me rappelaient Stone Cold Steve Austin Bret Hart Survivor Series 96. Et je me dis, s'ils arrivent à faire péter une revanche au SummerSlam ou plus tard, du même niveau que Bret Hart Stone Cold, ça peut être classe. Personnellement, je sais pas si tu trouves pareil, mais je trouve qu'ils ont protégé Baszler dans sa défaite au final à WrestleMania Oui, 36. Parce qu'elle s'est pas fait terrasser par Becky non, Lynch. Elle s'est juste fait avoir pendant 3 secondes où elle était bloquée, parce que c'était bien joué de la part de Becky Lynch. Mais justement, tout ce qu'on a pu voir, c'est que dès que le tombé était effectué, Shayna Baszler était debout. oui. Shayna Baszler était debout, elle allait bien, et jusqu'à ce moment-là, en fait, elle dominait. Donc, moi, je trouve qu'ils l'ont bien protégée. Après, c'est vrai que voilà. J'aurais été curieux de voir ce que ça aurait pu donner Shayna Baszler en tant que championne féminine de Raw, mais également Rhea Ripley qui bat Charlotte Flair. Ça aurait pu être une bonne victoire pour les deux. Mais quand Baszler et Ripley ont perdu, je me suis dit c'est pas grave parce qu'au final, ça va permettre de prolonger les deux rivalités et de leur donner la victoire plus tard. Oui, Ce que j'espère qui arrivera. Baszler qui battra Becky Lynch dans quelques mois. Et j'espère également que Charlotte Flair, après avoir, on va dire, repumpé un petit peu WWE NXT, osera également voilà, rendre le titre à l'une des catcheuses de NXT. Parce que, bon, à mon avis, Charlotte Flair, son passage à NXT ne risque pas d'être très très lent. Je pense qu'elle ah, va, je pense qu'elle va aider un petit peu au niveau des audiences pendant 1 ou 2 mois, peut-être 2, 3 mois. Mais à mon avis, après, elle va se refocuser sur Raw SmackDown. C'est quand même The Queen.
Très bien, Ali de Catch Club. Ah, on parle d'une reine, s'il vous plaît. Donc, on continue avec une question de Verpadoro44 qui nous dit en dehors du catch, quels sont les types de programmes qu'a commenté Christophe? Je crois me souvenir du Château Takeshi ou d'American Gladiator, ce qui était top. Et il précise que dans un jeu télé, ce serait excellent. Alors non, j'ai jamais fait Takeshi's Castle, mais j'ai fait une émission effectivement à l'époque sur manga avec Greg, malheureusement, je me souviens plus de son nom évidemment, mais je l'embrasse fort, qui est japonophile et qui parle japonais couramment. Et c'était une émission de course-poursuite. Je crois qu'une chaîne de télé française a un peu repris le concept ces 2-3 dernières années sur la TNT. C'est des gens qui sont poursuivis par d'autres gens dans les rues à l'époque. Donc là, c'était les rues de Tokyo. Et bah, c'était un petit peu à la japonaise. Ça ressemblait un peu à Takeshi Castle dans le côté un peu foufou, mais il n'y avait pas toutes ces épreuves. Mais voilà, il s'agissait de commenter ce programme où c'était une course-poursuite de gens qui étaient lâchés dans des quartiers de Tokyo et il y avait des chasseurs de primes qui devaient les retrouver et les attraper, une sorte de jeu du chat ou le loup, selon la région d'où vous venez. Et c'était vraiment sympa à faire, quoi. Donc ça, je l'avais fait effectivement pour la chaîne manga. Parlons des commentaires, j'ai quand même oublié Oreste la semaine dernière, parmi les commentateurs qui ont Mhm. commenté avec moi sur la chaîne L'équipe. Jeune journaliste, Oreste, vraiment très sympa et avec qui j'adore travailler. Donc je voulais quand même le citer. Et oui, j'ai fait American Gladiator, effectivement. Ça, c'était vraiment cool. C'était, je crois, pour TMC. Il y a de longues années. Bon, c'était par rapport au groupe AB, hein. C'était chez eux que j'enregistrais. Et franchement, c'était très amusant à faire. C'était la nouvelle version avec la fille de Mohamed Ali Ah, qui présentait. Et voilà, non, c'était vraiment très sympa à faire. À part ça, j'ai fait les meilleurs KO du monde du sport avec Marc Chavet. Ça avait été diffusé sur Action. Ils avaient voulu à un moment le diffuser sur AB1. Malheureusement, ils en avaient fait un montage assez horrible et ça n'a pas du tout marché parce que c'était une émission très calibrée. Ça faisait une demi-heure et il y avait, enfin, il montrait rapidement une petite histoire autour du chaos et ensuite on voyait le chaos. Mais il y avait aussi bien des chaos de boxe que des gens chaos en faisant n'importe quoi sur des vidéos. Mais c'était vraiment très sympa à faire et ça m'avait pas mal cultivé au niveau de la boxe, quoi. Parce que vu que je connaissais rien, j'avais dû pas mal bosser. Je bossais vraiment beaucoup pour cette émission. Et donc j'avais pu apprendre beaucoup de choses sur la carrière de Tyson, sur la carrière de Butterbean. Enfin, et voilà, de nombreux boxeurs qui apparaissaient dans ce show. Il y avait aussi quelques images de MMA. C'est justement, c'est ça, ils avaient dû couper. Pour Action, ils pouvaient le diffuser, mais sur AB1, quand ils avaient voulu le passer, ils étaient obligés de couper les moments MMA sur AB1. Et donc, ça faisait que l'émission était hachée, incompréhensible. Enfin, c'était vraiment pas joli à regarder. Mais c'était vraiment cool à faire, en tout cas, avec Marc Chavet. Et à part ça, je sais pas trop, je crois. J'ai dû en faire parce que pendant une période, je faisais vraiment beaucoup de choses. Pour le groupe AB, il me faisait enregistrer pas mal de choses, mais j'ai pas forcément d'autres souvenirs particuliers. Aujourd'hui, à part le 4, je continue à faire des voix pour Arte. Donc parfois, si vous regardez Xenius ou de ce genre d'émission, vous pouvez entendre ma voix. Je fais parfois des petits personnages par-ci par-là. Vu que ça c'est enregistré à Strasbourg, donc ça me permet de m'occuper un petit peu quand je suis pas avec Ali de Catch Club ou Philippe de Chéreau ou mhm, Florian de Gazan. Bah, mhm. voilà, je fais des petites voix pour Arte, ce que j'aime à dire le grand écart culturel, le catch et Arte. Il y avait le football américain féminin aussi Oui, bien récemment. sûr. Ah oui, merci. Merci Ali de Catch Club qui connaît ma vie mieux que moi. Oui, j'ai fait du football américain féminin pour Game One, dont la direction avait eu la grande idée de ne diffuser qu'une mi-temps par semaine. Et sans nous prévenir quand on commentait. Donc nous, on disait, ouais, on se retrouve tout de suite après la pub pour la deuxième mi-temps. Ah non, c'est South Park. Bon, d'accord. Et la deuxième mi-temps, la semaine d'après, bon, bah, voilà, ça n'a pas marché, bizarrement. Tu connaissais les règles du foot américain un peu avant de le commenter? Alors du foot américain, oui, bon, pas sur le bout des doigts, hein, mais je suis un enfant de la télé des années 80, donc moi je regardais à l'époque la NFL, la NHL et la NBA sur Canal quand c'était vraiment, enfin voilà, fin 80, début 90, la Dream Team et tout ça du côté de la NBA. Donc je regardais toutes les semaines, je crois qu'il y avait 2 heures d'émission où ils mélangeaient un petit peu les trois sports au tout début de ces diffusions-là. Donc je connaissais un petit peu le foot américain, puis j'ai toujours regardé des films ou des... Enfin voilà, j'ai pas regardé Ballers par exemple avec The Rock qui je crois traite un petit peu du foot américain, qu'il est agent de joueur ou une chose comme ça.
Mais voilà, donc j'ai regardé L'Enfer du dimanche, j'ai regardé le film avec Tom Cruise, là, je ne sais plus son nom, Show Me the Money. Enfin voilà. Donc je ne connaissais pas sur le bout des doigts, mais c'est pareil, j'ai travaillé. Je passais 2-3 heures avant chaque match à regarder le match en amont pour savoir ce qui allait se passer quand même et comprendre ce qui se passait pour essayer de le commenter, quoi. Je passe à la prochaine question. On va passer Et à vous quelques. avez réveillé, hein, vous le voyez, on sent qu'on est encore Ah, on n'a après. pas beaucoup dormi. En plus, il y a eu Raw cette nuit, donc moi je me suis refait Raw cette nuit, 3 heures de Raw. Le Raw du lendemain de WrestleMania, donc on a eu le droit des débuts, on a eu le droit des retours. C'était pas mal. On passe donc à la prochaine question qui nous dit Alex Cordier, qui nous dit: Je me souviens d'une émission Sujet sur, flic. sur TF1 où tu as commenté un match avec Jean-Luc Reichmann. Alors, j'ai pas commenté un match avec Jean-Luc Reichmann, oui, j'ai commenté un match avec Philippe Chiraud. Mais l'émission en question était présentée par Jean-Luc Reichmann, effectivement. Et le match en question, c'était Boula Punk contre la Alpha Female, la catcheuse allemande là, qui était à NXT jusqu'à il n'y a pas si longtemps et qui finalement a décidé de quitter NXT pour retourner en Allemagne et euh, opter pour d'autres choix de carrière. Mais alors, je me souviens malheureusement plus de son nom. Tu vois pas Non plus. de qui je parle, Si, mais tu je, vois je de qui je vois, parle. mais je vois pas le nom, oui. Et oui, voilà, on avait fait ça. Ça avait été diffusé à la Saint-Valentin. Et ça n'avait pas fait une grande audience, hein, comme chaque fois que je participe à un projet comme ça. Mais c'était sympa à faire. Bon, on était resté quand même une journée complète d'enregistrement pour genre 10 minutes. C'était assez long et un peu ennuyeux, mais c'était marrant de participer à une grosse émission pour TF1, quoi. Mais c'était pour quelle émission? Aucune idée. C'était un one shot. C'était une émission unique, un jeu autour de. Je me demande si ça ressemblait pas un peu à Qui est qui? Tu sais, avec Marie-Ange Nardi, Oui, bien sûr. je pense qu'il y avait quelques célébrités, et puis Boula Punk devait être parmi les participants, et il devait décider quel était son métier en quelque sorte. Donc voilà. Et donc au moment où ils ont trouvé qu'elle était catcheuse, ben bam, ils ont ramené le ring et on était assis à côté du ring, et voilà. Ça avait duré 5-10 minutes, quoi, sur 3 heures d'émission. On passe à une question de Teddy La Sombra. Alors, tu me diras si je me trompe, mais je crois que nous n'avions pas forcément parlé de Tu ces te trompes? shows. Je crois que nous n'avions pas forcément parlé de ces shows lors de la cloche. Donc, Teddy La Sombra qui nous dit: Christophe, je t'ai vu commenter pendant 3 jours au Hellfest 2009. Quel Tout à souvenir, fait. quel souvenir as-tu de cet événement? Un très, très bon souvenir. Franchement, alors, un très bon souvenir au côté catch parce que moi, musicalement, vous imaginez, c'est pas forcément ma culture, et en plus, c'est paradoxal, mais j'ai un petit peu peur de la foule. Je suis pas très concert, j'aime pas me mettre dans des concerts et être au milieu des gens comme ça serré. Donc, mais par contre, les 3 jours où même, enfin, on avait passé une semaine là-bas sur place, c'était vraiment excellent, quoi, avec Boosty, il y avait les Pitbulls, il y avait le Phoenix. Je me demande s'il n'y avait pas Beef aussi. Enfin voilà. Non, c'était vraiment excellent. On avait pu commenter sur une petite scène qu'on partageait d'ailleurs avec des performeurs mi-striptease, mi-piercing. Donc ils faisaient des performances de piercing en direct, un petit peu. Voilà, enfin bon, on est fan de catch. En plus, il y avait un tournoi hardcore, donc il y avait quand même aussi chez nous des choses un peu violentes. Mais le piercing, pour moi, je trouvais ça un peu plus violent malgré tout. Mais non, voilà, j'en garde un excellent souvenir. On avait le pass VIP, donc on allait boire des coups plus que de raison de mon côté, du côté des trucs VIP. Visiblement, je sais que j'ai fait chier quelques artistes. Booster me le rappelle parfois. Euh, Enfin voilà, et j'avais pris quelques gars en photo aussi parce que mon cousin est fan de musique, Charlie Weber, RFM, toutes les semaines. Et je lui avais dit, ouais, bah, je te dirai qui est là. Mais évidemment, c'est comme si tu vas à un show de catch et que tu connais aucun catcheur. Ouais. Bah, des musiciens, mais qui sont-ils, quoi? Et je sais que les mecs l'avaient mal pris. Ils croyaient que je prenais des photos pour les publier sur les réseaux et tout. Alors je leur ai expliqué, non, non, je prends des photos pour me souvenir déjà, parce que je suis pas sûr de me souvenir demain matin que j'étais là. Et voilà. Non, mais donc, franchement, un bon souvenir. C'était un public show. Voilà, c'était le Hellfest, quoi. Les gens, je veux dire, ont bien accueilli le catch là-bas. Oui, ben, je pense qu'il y avait quand même, c'était un peu peut-être la fin de. Non, c'était encore dans la grande période NT1, donc les gens venaient voir d'abord peut-être juste simplement où il y a un ring, pourquoi il y a un ring, qu'est-ce qui se passe. Et puis on avait quand même ouais, 200,
200-300 personnes tous les jours qui venaient autour de ce ring qui était un petit peu loin des grosses scènes de concert, mais non, il y avait une bonne ambiance. Les gens mettaient de l'ambiance, tout simplement. Ouais, non, franchement, c'était cool à faire et c'est toujours des choses que j'ai aimé faire, ce genre de choses, quoi. Le Hellfest où on avait fait des initiations aussi au Stade de France pour une journée autour du sport à la Plaine Saint-Denis avec Wrestling Clinic, Colby qui était là aussi. Enfin, c'est toujours des moments sympas un petit peu de sortir d'une salle et d'aller dans un endroit où on s'attend pas forcément qu'il y ait du catch. Et finalement, comme Japan Expo, voilà, où les gens viennent et s'agglutinent et puis finalement on se rend compte que ça plaît, quoi. Justement, par rapport au show que tu as pu faire en France, donc je n'ai pas noté, je suis désolé le nom de la personne qui a posé la question, mais il nous demande, il se reconnaîtra, il nous demande, Christophe, quel est le plus faible nombre de personnes devant lequel tu as performé en tant qu'annonceur sur un show VF? Donc à l'époque, quand tu travaillais encore avec la ICWA, Ouais. est-ce que tu peux nous parler comme ça des expériences où il y avait pas beaucoup de monde, comme ça peut arriver parfois à des shows en France, et comment tu gères ce genre de situation, du coup, justement, en tant que commentateur? Bah, en toute honnêteté, il y en a pas eu tant que ça, vraiment, avec la ICW, on a été assez chanceux, mais on avait eu une période où, on s'est fait arnaquer par un producteur français, bah, pas un producteur Ah, connu évidemment, mais on va plutôt dire un tourneur, un mec qui faisait tourner des chanteurs et des choses comme ça pour des trucs et il faisait pas de pub et les 2 premiers shows, je me demande même si on les avait pas annulés parce qu'effectivement il y avait personne. À Sarlat notamment, je crois. On avait monté le ring, on avait galéré et finalement, il avait tellement pas fait de pub qu'il y avait personne. Donc je crois qu'on avait annulé, je pense à Sarlat parce qu'il y a les gens qui regardent la télé se souviendront du pensionnat de Sarlat sur M6. La ville était un petit peu connue pendant une période parce qu'ils avaient fait une télé-réalité documentaire autour de ce pensionnat un petit peu où on se serre la vis. Mais sinon, on a quand même eu assez de chance. On a toujours eu quand même assez de public. Alors, le premier show qu'on a fait dans le Nord, avant celui de plus tôt, où il y avait peut-être 6 personnes, mais il pleuvait, c'était dehors, donc voilà. Et en salle, je crois, je me demande si c'est pas un des soirs qu'on avait fait à Carcassonne, où on avait eu genre 8 personnes. Mais c'était pas à Carcassonne même, mais je crois que c'était pendant cette tournée où un des shows, il y avait vraiment personne. Mais on a quand même fait le show. Et en vrai, c'est assez sympa aussi, quoi, finalement. Parce que, bah, en général, ceux qui sont là, ils ont envie de faire des trucs, donc on rigole. Il y a plus de communication avec les 6 personnes parfois que quand tu en as 3000 finalement, donc c'est assez amusant. Et sinon, j'ai quand même fait pas mal de shows à Paris pour une petite fédération dont j'ai oublié le nom, mais voilà, je faisais ça pour m'amuser, pour m'occuper. C'était une fois par mois. Et là, il y avait parfois 12, 13, 20 personnes. Et c'est pareil, moi j'ai toujours trouvé ça amusant. Et c'est presque plus effrayant même. Il y a mmh. plus de stress. Parce que quand il y a 3000 personnes, bon, bah, vous y allez, ça fout les boules, hein. Toujours, encore aujourd'hui, j'ai peur quand si je dois faire un show de ce genre-là. Mais quand il y en a 6, c'est presque plus stressant encore, quoi. Mais c'est sympa à faire. Donc ça, ce sont les plus petites foules. Au niveau des plus grosses foules que vous aviez fait à l'époque quand tu étais commentateur, ça donnait combien? Bah, il y avait les plus grosses, c'était le Revo 5, dont j'ai déjà parlé quelques fois dans la cloche, au Grand Palais à Lille, où je crois qu'il y avait ouais, 2-3 000 personnes. Et à Souffel, il y avait 800 personnes. Et bah, à Japan Expo, on a dû faire quelques bonnes centaines de personnes malgré tout, 500, 600. Mais non, bah, il y a eu plusieurs shows ICWA où on n'était pas loin des 1000, malgré tout. C'était pas souvent le cas, hein, mais c'est arrivé, quoi. En général, c'était 200, 300, 400 pour, je dirais, la moyenne des shows. Mais sinon, OK. j'ai quand même fait. Je suis rentré, j'ai été annoncé au Superdome de la Nouvelle-Orléans à WrestleMania 30 avec 80 000 personnes. Donc, c'est. Comment dire? C'est mon entrée la plus mythique de ma vie. Ils avaient D'entrée. parce qu'à ce moment-là, Oui, tu étais à la table des commentateurs près du ring, c'est ça? tout à fait. WrestleMania 30, c'était notre premier. On était ringside et Liliane Garcia nous a annoncé Ladies and gentlemen, the French wrestling announcer, Philippe Charot and Christopher Pa, Hughes. pa, 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 le stade en délire, la folie et tout. Ouais, pas tout à fait, mais non, la plupart, on n'avait rien à faire. Mais comme je l'ai déjà souvent raconté, au premier rang, il y avait pas mal de fans de catch français qui étaient venus en groupe. Donc, ils nous ont ovationnés, ils nous ont encouragés et tout. Donc, en fait, on a eu notre petite ovation, même si c'était que 0,1% du public, quoi.
Je t'ai également ovationné à WrestleMania 34, sache-le. Parce Merci. qu'il y a un moment où il passe toute la table des commentateurs et donc vous êtes sur les écrans géants. Et donc à ce moment-là, on était avec Yann, on a fait: «Ah regarde! On connaît ce Voilà, type!» avec lui un jour. On passe à la prochaine question de Nelson Pereira, un fidèle de l'univers d'Agius, qui dit: «Question, à une époque sur RTL9, il y avait une private joke où Philippe demandait à Christophe comment allait son ours. Ça venait d'où?» Alors c'est très simple, et c'est totalement con, et je vais mettre, toute la communauté portugaise à dos de Philippe, parce qu'à l'époque, j'avais une très bonne amie, que je connaissais depuis de nombreuses années, depuis, le collège et tout, qui était d'origine portugaise et j'avais fait l'Euro 2004, au Portugal et j'avais, squatté avec elle, enfin, je squattais chez elle avec, mon pote, Prai, qui était venu avec moi et donc entendant cette histoire, bah, Chiro, comme il est con, portugais, poilu, ours, et voilà, bam, et il sortait ça toutes les émissions, quoi. Elle était ravie d'ailleurs, je vous le cache pas, elle était vraiment aux anges et non mais voilà, c'est tout aussi con que ça parce que Philippe est bête et que, tu lui dis, «Ah j'ai une pote portugaise». «Ah bah ouais, OK, les poils, votre ours, comment il va votre ours?» Et voilà, donc désolé. Bon, Désolé, je coupe pas à tous nos amis portugais qui nous regardent, mais moi je ne partage pas ce genre de clichés, croyez-moi. bah, en plus, je crois que Nelson Pereira est portugais, donc Ah ben, bah mince, on le salue. bonne Prochaine, invite. prochaine question de Fred Lolès. Hello Ali et Christophe, superbe clochette. Question pour Christophe. Comment lui est venue l'idée de Papy pour le coffre à catch? Bon, ça, tu me l'avais déjà mentionné, tu pourras peut-être juste nous le rappeler. Et comment leur sont venues l'idée des petites fictions qu'il faisait dans les catch-offs? En gros, comment est-ce que vous mettez ça en place? Comment est-ce que vous écrivez ça? D'où viennent les idées, etc. Alors Papy, effectivement, je l'avais déjà évoqué, il est né, à la ICWA durant les longues heures de route. Je faisais: «Eh ouais, c'est Papy!» Et au début, c'était, un papy un petit peu, bah, il l'était aussi un peu sur NT1, mais moins vulgaire et moins violent, un peu obsédé sexuel et il demandait toujours, «Est-ce que tu veux jouer avec ma canne? Je vais te la montrer ma canne!» Et voilà, tout simplement, hein, évidemment, vous aurez bien compris que sa canne, c'était pas celle qui l'aidait à marcher. Et ça faisait beaucoup rire Pivi Red, notre ami, Pivi Red qui a été catcheur ou qui peut-être encore, mais qui est aussi arbitre, même, commentateur, je crois parfois encore. En duo avec Del, je crois que c'est arrivé. Mais donc voilà, ça le faisait marrer, puis ça faisait rire les autres, donc je me suis dit: «Tiens, gardons ce personnage et essayons de l'utiliser, à la télé» et ça coïncidait parfaitement avec l'arrivée du coffre à catch. Donc je m'étais dit: «Tiens, pourquoi pas pour la présentation du coffre à catch, utiliser Papy quoi et c'est devenu, «Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch les petits enfants!» Et puis petit à petit, comme ça plaisait plutôt bien aux gens, j'essayais d'avoir des dialogues avec moi-même et Papy. Enfin voilà, je parlais, puis Papy répondait ou dès qu'on disait coffre à catch, c'est lui qui finissait la phrase et voilà. Voilà comment, Papy est né, tout simplement. Et pour les catch-off, ben, écoute, malheureusement, ça venait de nos esprits, malades, hein, principalement. On écrivait, en fait, les catch-off, à 3. La grande majorité, c'était Philippe et moi et quelques-uns aussi étaient écrits par, monsieur l'arbitre, qu'on salue bien bas et donc voilà, on essayait de quand on savait en fait, faut savoir qu'on en tournait quand même parfois, 5 à 6 dans la même journée, hein, Mmh. donc effectivement, la qualité n'était pas au rendez-vous, mais parce qu'on n'avait pas forcément non plus le temps de faire dans la qualité. Donc en fait, quand on savait qu'on allait tourner, dans 2 mois tel jour, bah, 1 mois, enfin, on se donnait 1 mois tous les 3 pour en écrire un certain nombre et puis ensuite on gardait les moins pires, j'ai envie de dire. Mais il y en a Ça quand même oui, pardon? Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, mais il y en a quand même des bien pires qui ont été sélectionnés malgré tout, mais voilà, on essayait de garder les moins pires. Ça a commencé vers quand, Catch Off? Aucune idée. Toutes ces années-là, c'est des années où je faisais un peu trop la fête et on travaillait beaucoup trop. Pour que je me souvienne vraiment, je pourrais pas dire. Mais c'est assez Franchement, vieux, je veux dire, ça a plus de 5 ans au moins maintenant. ah oui, 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 bien sûr, parce qu'on Oui. en a fait pendant au moins 3 ans et demi, 4 ans, donc et là, ça fait au moins 3 ans, voire plus que c'est déjà fini, donc oui, 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 Heu, oui, je pense que une ça petite date, une de petite question pour ceux 2012-13. qui ont oui, voilà. Pour ceux qui ont vu le bêtisier, une petite question. Est-ce que tu as récupéré ta chaussure? Oui, bien sûr. Bah, depuis, elle a été jetée parce que c'était une très vieille chaussure, mais oui.
J'ai adoré ta tête quand tu mets un coup de pied à ce chewing-gum. Bah, c'était une de mes spécialités à l'époque. J'aimais bien, cracher mon chewing-gum et le récupérer, comme ça ou le cracher directement dans une poubelle ou alors faire le coup de pied ou le truc à la Mister Perfect. Hein, ça, c'est inspiré de Perfect. Mais effectivement, je fais rarement mes lacets. Donc cette belle Mmh. chaussure, achetée, dans un magasin de sport, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et ben, s'est envolée. Donc voilà. Je conseille à tout le monde de regarder Le Bêtisier, catch-up qui est disponible sur YouTube, Ouais. car, on se tape des bonnes barres, comme on dit. Oh, c'est gentil. Ouais, ouais, c'est parce que tu es fatigué, tu travailles trop. Possible, mais je vais rire facile, tu me connais. Comment dire? On va passer maintenant donc la semaine dernière, on avait fini avec un petit, combini. Cette semaine, Ouais, on va finir avec tes avec un petit préférés. combiné. Allô, oui? Bonsoir. On va Pardon. terminer avec tes préférés parce que bon, je sais que c'est des questions assez bateau, mais c'est tellement revenu dans les commentaires que je me suis dit pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, même si certaines réponses vont être évidentes, je vais quand même te demander tes quelques préférés et à toi de nous donner des détails ou pas, si tu le souhaites. Donc on va commencer forcément basique avec ton catcheur préféré. Tu peux en citer si tu veux un ancien et un actuel par exemple. Ton ancien, la plupart de tes fans le connaissent maintenant, Eh oui, c'est Randy Macho Man Savage. bien Encore une entendu. fois, encore et toujours, désolé. J'ai à chaque fois je les perds. À chaque fois je les mets pas loin. J'avais ces lunettes il y a encore quelques heures. Hier, j'ai failli faire une vidéo avec et finalement non. Bon, bah, tant pis. Voilà, Randy Macho Man Savage et aujourd'hui, c'est difficile à dire, j'aime, c'est moins mes catcheurs préférés que des catcheurs dont j'adore commenter les matchs, tu vois? Comme Ricochet ou Seth Rollins ou Kevin Owens ou, enfin voilà et du côté des filles, Naomi, par exemple, parce que, c'est ce style de catch que moi j'aime beaucoup et que j'aime commenter parce que c'est toujours flamboyant. Mais j'ai pas vraiment de comme quand j'étais gosse, quoi, voilà. Je suis pas derrière une superstar aujourd'hui comme je l'étais derrière, Randy Savage, quoi. Du coup, forcément, catcheuse préférée? Bah, quand j'étais plus jeune, c'est plus compliqué, hein, il n'y en avait pas tant que ça, il faut être Mmh. honnête, mais bah, voilà, Alundra Blaze à la WWF à l'époque, mais moi j'avais adoré, cette rivalité avec Bull Nakano et j'adorais vraiment Bull Nakano. C'était quelque chose qui changeait, cette brutalité violente. Donc du côté des filles aujourd'hui, ben, c'est pareil que pour les garçons, j'ai pas particulièrement de favorite, voilà, je me considère comme un loin, loin pote de Becky, donc j'adore ce que Becky fait et je suis totalement derrière elle. J'adore commenter les matchs de Naomi. Je trouve que Charlotte Flair est beaucoup trop critiquée pour le talent qu'elle a, parce que ça a beau être la fille de Ric Flair, elle a quand même un talent exceptionnel et les vieux WrestleMania où elle participe, on le voit vraiment, quoi, elle est talentueuse. Asuka, Kairi Sane, enfin, la division féminine est quand même très très impressionnante, quoi. Donc voilà, je n'ai pas de favorite et j'ai pas de jeune femme derrière qui je suis. Oh là, à part ma doudou, évidemment, Nikki Bella. Ta tag team préférée? Bah, quand j'étais gosse, les Rockers, la Hart Foundation, les Brainbusters, Tully Blanchard et Arn Anderson. Et aujourd'hui, bah, il y a aussi les Steiner Brothers, bien sûr, qui, Mmh. franchement, ça, on en parlait il y a quelques épisodes. Essayer de trouver des matchs des Steiner, que ce soit au Japon ou à la WCW, ou même contre des jobbers à la WWE, ils sont en avance sur leur temps, mais de ouf, quoi. Une puissance physique impressionnante et d'un coup un ciseau de tête. Donc Oui, oui. c'est, des gros matchs, ouais. Et de nos jours, bah, je les aime pas forcément dans l'émission parce que c'est mon rôle de ne pas les aimer, mais les Street Profits sont quand même cool, quoi. Enfin, je suis trop vieux pour comprendre tout leur univers et tout ça, et presque ça me fatigue, mais Montez Ford est quand même assez incroyable dans le ring et je trouve que Ouais, Angelo Dawkins euh, pondère bien de l'autre côté. Enfin, vraiment, il y a une belle alchimie entre les deux, quoi. Mais sinon, bah, mine de rien, les Usos aussi et le New Day, c'est facile, mais chaque fois que vous les mettez dans le ring l'un face à l'autre, enfin l'une face à l'autre, les équipes, vous avez des matchs de fou, quoi. Et c'est vrai que on a plutôt tendance à se souvenir des anciennes équipes, mais ce que font le New Day et les Usos depuis près d'une décennie maintenant, c'est exceptionnel, quoi. totalement d'accord. On enchaîne avec ton titre préféré, ta ceinture ou ton titre préféré?
Oh, bah, depuis tout petit, le titre intercontinental. Moi, ça a toujours été, et la version, celle qui avait été ramenée à l'époque par Cody Rhodes en blanc, elle était vraiment classe, je trouve. Mais voilà, moi, ça a toujours été mon titre de cœur, en quelque sorte. C'est oui. Et quand moi j'étais petit, c'était aussi le titre qui nous donnait souvent les meilleurs matchs. Moi, Mhm. quand j'étais gosse, c'était Hulk Hogan, le champion du monde, mais le champion intercontinental, il y a eu Savage, il y a eu Steamboat. Bon, pendant un an, le Honky Tonk Man, les matchs n'étaient pas ouf. Mais après, tout doucement, bah, ça commence à passer à Bret Hart, Mr. Perfect, voilà, Shawn Michaels, bien sûr, mais il y avait souvent des matchs de meilleure qualité, en tout cas à mon goût, pour le titre intercontinental que pour le titre mondial. On continue avec ton finisher préféré. Mon finisher préféré, c'est dur à dire. J'en ai pas particulièrement aujourd'hui, franchement. Bah, pour rester, c'est pareil dans le style de catch, quoi. C'est vrai que le 630 de Ricochet est quand même assez impressionnant et le Styles Clash d'AJ. Mais voilà, moi quand j'étais plus jeune, bah, il y avait évidemment la descente du coude de Savage, le Tombstone de l'Undertaker, le Razor's Edge. Enfin, bon, j'étais peut-être, oui, j'ai un peu tous finalement, hein, le Jackknife Powerbomb de Hmm. Nash. Mais aujourd'hui, oui, c'est voilà, j'ai plus de mal à me placer en tant que fan qu'en tant que commentateur. Donc j'ai plus forcément ce genre de discussion avec moi-même. Je passe plus de 8 heures par jour, tous les jours, à parler avec Ishtou de ci, de ça, et de comparer qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc j'ai moins cette vision-là. Bon, on finit avec deux choix encore. Donc d'abord, ton pay-per-view préféré, WWE, Bah, le Rumble, le Rumble. simplement. Je pense que vous aurez compris pourquoi. Parce que c'est classe. Mhm. Et pour finir, Mais, ton clan préféré de ces 30 ah, dernières années. bah, la NWO. Ouais. Je J'ai pas connu les Four Horsemen au sommet de leur gloire, donc la NWO pour moi, ouais, quand on est arrivé sur Canal avec la WCW avec Marc Blondin et Michel Le Tourneur, et que j'ai découvert voilà, la NWO, ces couleurs noires et blanches. Enfin ouais, pour moi c'était. Après évidemment ça n'a pas évolué de manière classe, hein, mais la NWO au début c'était vraiment excellent et c'était vraiment extrêmement bien fait. Donc voilà, la NWO. Bon. Écoute, on va finir sur une question où tu vas devoir te mettre à la place de Vince McMahon. D'accord, laisse-moi me moucher, même si d'ailleurs, bah, si les rumeurs sont vraies, quand j'éternue, ça ne devrait pas plaire à Monsieur McMahon. Mais je vais me moucher quand même. Pardon, Monsieur McMahon. Bah Voilà. écoute, les rumeurs, je pense, enfin je pense pas d'ailleurs, sont avérées car Stephanie McMahon l'a confirmé elle-même. Ah, d'accord. Stephanie McMahon a récemment confirmé dans une interview qu'en effet, son papa déteste quand quelqu'un tousse ou éternue ou bâille autour de lui. Et elle donne il fait un regard de tueur à ce moment-là quand ça arrive, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Vince McMahon ne supporte pas les choses qu'il ne peut pas contrôler. C'est pas une blague, hein, c'est pas une blague, mais c'est quelqu'un qui est tellement dans le contrôle total depuis 40 ans, il faut le comprendre, c'est quelqu'un qui a tellement fait tout ce qu'il avait en tête qu'il aime pas ne pas pouvoir contrôler les choses. Mais justement, du coup, Stéphanie dit qu'elle a eu la chance d'être dans la position où elle a déjà vu son père éternuer. Donc justement, elle dit, écoute, ne m'en veux pas parce que je t'ai déjà vu faire, hein, je t'ai déjà vu faire aussi, hein, t'es pas une machine. Donc bon, après, c'est Vince McMahon, il est particulier, mais comme on en a déjà parlé, ça ne reste pas moins un génie, malgré tout. Donc justement, imaginons que tu sois en position de Vince McMahon parce que nous sommes le lendemain de WrestleMania. Donc là, ça veut dire que la dernière saison de la WWE vient de prendre fin, si on parle en tant que saison. Donc là, normalement, on est censé se diriger vers une nouvelle saison de la WWE. C'est pour ça que lors de Raw, justement, on a pu voir des débuts, des arrivées, des nouveaux catcheurs avec Nia Jax, avec Apollo Crews, etc. Imaginons que tu sois Vince McMahon. Quelle rivalité il n'y a pas eu lieu ces dernières années souhaiterais-tu mettre en place cette année? Avec par exemple Braun Strowman en tant que champion universel, avec par exemple Drew McIntyre en tant que champion de la WWE, avec Charlotte Flair qui est à NXT. Je te laisse un petit peu te rappeler de tous les catcheurs qui sont en place. Est-ce qu'il y a des On rivalités? va acheter les catcheurs en place. Par contre, c'est compliqué parce C'est que c'est ça. pareil. Je suis plus en mode. Tu m'aurais posé cette question il y a 30 ans. Ouais. J'aurais pu te dire pendant une heure te faire Tu m'aurais un état booké des une lieux. année de... Oui, ah oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, je me mets plus vraiment dans cet état d'esprit. Mon cerveau, il réfléchit plus comme ça, quoi, en fait.
Donc j'ai beaucoup plus de Et est-ce mal que à me ton dire: cerveau réfléchit? «Non, Ah. merci, enfoiré». Il est content et le téléphone sonne, il est content. Donc non, oui, j'avoue, j'ai pas de feud de rêve où je me dirais: «Ça pourrait être incroyable, exceptionnel», J'essaye comme ça maintenant rapidement de réfléchir tout en, essayant de faire des phrases, un petit peu comme Philippe Chiraud lorsqu'il sait pas quoi dire. Donc en effet, parce que Philippe Chiraud aime dire «en effet» quand il sait pas quoi dire, donc «en effet», et ensuite, il laisse un blanc. Donc bah, Drew McIntyre, champion, qu'est-ce qu'on aimerait voir, comme rivalité, bah, Aleister Black pour faire simple aussi, parce que je le connais depuis longtemps et que je pense que ça donnerait lieu à de sacrés combats. Et mine de rien, Aleister Black en heel et Drew en face, ça peut aussi donner lieu à une rivalité, un peu différente et intéressante, je pense, si on s'engouffre un peu plus dans le personnage sombre d'Aleister Black. Et et du côté, de SmackDown avec Strowman, c'est compliqué parce qu'il y a plus beaucoup de choix non plus. Bah, avec Daniel Bryan, ça pourrait être amusant parce qu'il y a un Mmh. côté, David et Goliath, par exemple. Mais voilà, il y a à SmackDown, il a déjà eu une rivalité avec, Reigns. Heu, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gros nom à SmackDown? Il les a quand même, il les a beaucoup enfin, il a affronté un peu tout le monde vu qu'il est là depuis quand même pas mal de temps. Mais oui, pourquoi pas, David et Goliath avec Daniel Bryan ou, pourquoi pas, continuer la rivalité avec le groupe de 3 et mettre Cesaro plutôt en avant face à Strowman, qui comme Cesaro est le Superman suisse, Strowman est le monstre. Est-ce que le Superman suisse peut venir à bout du monstre et pourquoi pas, ben, enfin la consécration de Cesaro puisque, hein, on continue à rêver pour lui encore et toujours. Mmh. Mais ça pourrait être pas si horrible que ça, si c'est bien raconté, si c'est bien fait en mettant Cesaro en avant plutôt que Nakamura et Zayn. Et juste pour terminer, vu que tu es dans la peau de Vince McMahon, sachant qu'il y a encore une fois des rumeurs comme quoi ça va être la dernière année de The Undertaker et potentiellement également de John Cena, si là tu devais choisir, un dernier adversaire pour The Undertaker, mais également pour John Cena pour boucler la boucle, qui choisirais-tu? Bah, là, je vais le pauvre, enfin pas le pauvre, mais non, mais Undertaker, Aleister Black. Et Aleister Black qui gagne. Parce que ça permet de voilà, d'écrire l'histoire et il envoie l'Undertaker à la retraite et c'est le nouveau personnage sombre, plus sombre encore que l'Undertaker. Et on le fait grandir avec ce personnage et on lui donne une personnalité aussi puissante que celle de l'Undertaker, avec un personnage qui Mmh. peut évoluer de différentes manières, mais qui resterait ce personnage pendant 20, 30 ans. Il est jeune, il peut le faire, quoi. Et pour John Cena, pourquoi pas un Velvet and Dream, par exemple. Oh Tu oui. vois? Parce que voilà, et lui aussi, il aime avoir des références anciennes, il aime copier, il aime se moquer des vieilles choses et ça pourrait être le côté un peu très américain, droit, truc de John Cena face à un Velvet in Dream un peu fou qui va le repousser dans ses retranchements et qui l'enverrait à la retraite et qui pourrait voilà, s'en vanter pendant des années, quoi. Bah, écoute, tu m'as fait rêver avec ces 2 réponses. Merci. Je Donc, j'ai il aura fallu 15 épisodes de la cloche et 4 de la clochette pour faire rêver Ali, quoi. Non, mais tu vois, pour la peine, je trouverais que ce serait très intéressant. D'un coup, j'ai eu Highlander en tête. Tu te rappelles de cette série, j'imagine? Oui, mais j'ai jamais trop regardé, c'était pas trop mon À truc. à la fin, en gros, si je me rappelle bien moi-même, c'est assez vieux, Ah, il mais doit en rester pardon? ça je sais. Ah, à la fin, il doit en rester qu'un, ça je sais. Alors, mais c'est pas ça, mais je veux dire, à la fin de chaque épisode, si je me rappelle bien, il tuait quelqu'un et en fait, il obtenait sa force ou un truc dans le genre. Tu vois? Genre, il y avait un éclair derrière qui venait. Je verrais vraiment bien ça avec de Aleister Black, tu vois? Aleister Black qui, ne tue pas, bien entendu, mais se débarrasse de The Undertaker et Oui, enfin, derrière tue le personnage. voilà, et derrière, une évolution d'un coup, tu vois? Comme s'il y avait une aura autour de lui, une transformation. Il recevrait la force de The Undertaker et à partir de là, on le verrait évoluer et encore comme tu l'as dit, un personnage encore plus sombre derrière. Ce serait génialissime et puis bon, pour Velvet in Dream, moi personnellement, je suis totalement fan. Quand j'ai vu ce mec à NXT et beaucoup de personnes se sont retournées contre moi, mais j'ai dit qu'il me rappelait The Rock à ses débuts. Genre, tu vois, le
tout début du Rock, quand il était encore dans un personnage où les fans ne savaient pas encore comment le prendre, mais par contre, on sentait que lui, il commençait à parfaitement gérer son personnage. Velvet in Dream est un des seuls justement qui est vraiment dans un personnage à 100%, j'ai envie de dire, au niveau des nouveaux catcheurs, tu vois ce que je veux dire? Même Ouais. ses mimiques, tout tout est calculé de la part de Velvet in Dream. Donc moi, je pense qu'au niveau du potentiel, il est illimité. Illimité. Je vise très haut pour lui. Écoute, Christophe, nous atteignons l'heure d'enregistrement déjà. Déjà, c'est passé très très vite. Donc, merci à toi pour toutes ces réponses. Et n'hésite pas si tu as un dernier mot pour les fans. Bah, merci à toi déjà d'être présent chaque semaine. Merci à vous d'être également présent chaque semaine, hein. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker bien sûr, et surtout à nous envoyer plus de questions pour les prochains numéros. Parce que là, bah, comme le disait Ali avant l'enregistrement, bah, on arrive presque au bout des questions posées durant les 3 premiers épisodes de La Cloche. Donc, bah, je relance l'appel, continuez. Après, en même temps, mon cher Ali, j'ai bien peur qu'ils aient plus de questions à me poser, hein, parce que finalement, je ne suis que Christophe Ajus, donc au bout d'un moment, hein, à part toutes les questions auxquelles j'ai déjà répondu, qu'est-ce que tu veux me poser d'autre comme question? Mais bon, si vous en avez encore, n'hésitez pas, on fera notre possible pour y répondre. Quand je dis on, c'est Ali et moi, hein, je ne parle pas de moi à la troisième personne. Et ben, je vous remercie encore une fois, et ben, j'espère que tout va bien de votre côté. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que le WWE Network est présent, donc ça permet quand même de passer des bons moments. Moi, je me refais pas mal de vieux shows de la WCW, des choses que je n'avais pas forcément vues ou autres qui datent d'il y a 30 ans. Juste pour le plaisir de voir comment ça se passait à l'époque. Donc, si c'est le cas pour vous, bah, n'hésitez pas, dites-nous ce que vous regardez. Et voilà. Continuez à suivre Ali de Catch Club et rejoignez-nous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Clochette. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Christophe! Bisous.